Voilà, donc bonsoir à tous. Nous sommes là au démarrage de cette réunion une quinzaine. Probablement que d'autres personnes nous rejoindront pour ce deuxième rendez-vous de la mobilité qui s'inscrit dans la réflexion, qui alimente la réflexion du comité de projet qui a été mis en place donc ainsi que 4 autres comités en début d'année, avec l'objectif de travailler à une feuille de route autour du transport et des mobilités sur le Nord-Franche-Comté, avec un objectif qui est de produire pour cet été une proposition au pôle métropolitain. Donc pour ce faire, un certain nombre d'élus se sont investis dans ce travail avec une réflexion avec différents angles d'entrée sur cette problématique de la mobilité et des déplacements sur le Nord-Franche-Comté, et avec également 2 rendez-vous de la mobilité. Ces rendez-vous étant animés par les agences de développement et d'urbanisme du Pays de Montbéliard et du territoire de Belfort. Donc le premier rendez-vous avait pour thématique les infrastructures, l'organisation, les sources sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour avoir un petit peu des indicateurs en termes d'usage et d'évolution des usages, parce que cette réflexion portait aussi, mettait en débat l'importance, l'intérêt de mettre en place, par exemple, un observatoire partenarial des mobilités. Donc, c'est un des éléments sur lesquels nous avons pu déjà réfléchir et échanger. Le rendez-vous de ce soir a pour objectif de prendre connaissance, d'appréhender un petit peu les documents de planification et de programmation de chacune des composantes du pôle métropolitain, des collectivités, sachant que ça renvoie à une hétérogénéité en termes de taille, de services, et donc les déclinaisons en matière de planification et de programmation sont effectivement très différentes, quoi. Donc l'idée derrière ça, c'est de se dire au niveau du prochain rendez-vous du comité de projet, est-ce que des documents de planification et de programmation peuvent être des éléments pour structurer notre politique Nord-Franche-Comté en matière de transport et de mobilité? Donc l'objectif de ce soir est plus de vous présenter un petit peu les éléments, de les mettre bien évidemment en débat, en questionnement, mais pas forcément de répondre à la question de qu'est-ce qui serait bon de mettre en place comme document pour la politique. C'est plus de prendre connaissance. Voilà, je ne serai pas plus long et je vais passer la parole à Jérôme et Hélène qui éventuellement se présenteront de façon plus détaillée s'ils le souhaitent. Oui, bonsoir, Hélène Kaufmann de l'Agence d'urbanisme du territoire de Belfort. C'est moi qui ai l'honneur de débuter cette présentation. Alors en fait, donc la première partie portera sur les documents de planification qui existent dans le pôle métropolitain. Et moi, je vais plus spécifiquement vous parler du SCOT du territoire de Belfort, qui a été approuvé en février 2014 et dont un bilan a été réalisé, comme le demande le Code de l'urbanisme, un bilan à 6 ans qui a été fait donc en 2019. Donc en fait, comment est abordé le thème de la mobilité dans le SCOT du territoire de Belfort? Il y a 2 grandes échelles en fait qui sont considérées. Et ces échelles sont reprises dans l'ensemble des documents qui composent le SCOT, donc dans le rapport de présentation, dans le D2O et dans le document des constats et enjeux. La première échelle, c'est une logique plutôt métropolitaine. La mobilité y est vue dans une dimension nationale, voire européenne,
de par le positionnement du territoire de Belfort et comment celui-ci s'articule avec les métropoles voisines, et notamment grâce aux infrastructures et en quoi celles-ci appuient et confortent l'ouverture transrégionale du territoire de Belfort. Donc en fait, dans le SCOT, qui d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce document, mais vous pouvez en prendre connaissance sur le site internet dédié, SCOT 90, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom du site exact, mais vous trouvez sans souci sur votre navigateur de recherche. Et du coup, en fait, sont décrites et analysées toutes les infrastructures du département, celles notamment qu'on a présentées lors du premier rendez-vous de la mobilité le mois dernier. Et donc, je ne vais pas y revenir ce soir. Mais il y a quand même un zoom particulier qui est fait dans le SCOT envers les infrastructures qui convergent sur ce qu'on appelle l'espace médian, donc la plateforme tertiaire que l'on connaît aujourd'hui, mais qui, à l'époque de la rédaction du SCOT, donc qui a commencé en 2010, n'était qu'à ses prémices de développement. Et en fait, l'espace médian, il est vraiment identifié dans le SCOT comme un secteur à fort potentiel, en plus du cœur urbain de Belfort et de l'ouverture vers la Suisse. Mais du coup, on touche là finalement déjà du doigt une vision métropolitaine qui est apportée dans le SCOT du territoire de Belfort. Parce que l'espace médian est affiché comme une des principales portes d'entrée. Alors à l'époque, c'est rédigé de l'aire urbaine, évidemment, mais donc principale porte d'entrée du pôle métropolitain du point de vue des grands réseaux transrégionaux. L'axe Belfort-Del-Suisse donc, est également inscrit dans sa globalité comme étant un axe de développement stratégique, que ce soit du point de vue économique, commercial et tertiaire. Et c'est un axe qui, certes, est situé de manière administrative dans le territoire de Belfort, mais qui concerne aussi bien la CCPH et PMA de par sa localisation centrale. Donc, dans le D2O du SCOT du territoire de Belfort, il y a un zoom D2O, tu peux peut-être... document d'orientation d'objectifs et d'orientation. Donc, c'est le document qui réglemente le document global qui est le SCOT. Donc, il y a un zoom particulier qui est fait sur l'espace médian, vu qu'il est affiché comme un secteur à potentiel pour le territoire de Belfort. Mais on voit par les principes d'aménagement qui y figurent qu'on dépasse la simple échelle du territoire de Belfort. Finalement, le SCOT, il est un socle de base qui apporte une garantie de réussite d'aménagement de l'espace médian à long terme, sachant que quand il a été approuvé en 2014, la gare TGV était déjà active depuis quelques années et était déjà dans les tuyaux. L'hôpital et la jonction, me semble, étaient déjà opérationnels aussi. Donc finalement, c'est ça, entre l'approbation du SCOT et donc ce qui figure dans le D2O et la réalité, on se rend compte que plusieurs des principes d'aménagement ont été concrétisés depuis. Donc ça, c'était pour un peu l'échelle macro. Et ensuite, le SCOT aborde la mobilité à une échelle plus départementale avec deux sujets. Un axe géographique d'organisation des mobilités et la notion des habitudes de déplacement. Donc, en fait, l'axe géographique est intitulé comme étant la colonne vertébrale des mobilités à l'échelle du territoire de Belfort, qui part de Giromagny au nord et qui va jusque d'Elle. Et finalement, on a un peu une logique d'axe qui reprend la notion du polycentrisme affichée dans le SCOT, qui veut finalement favoriser la multimodalité, le développement économique et les aménagements autour de cette colonne vertébrale, dont on va voir un schéma juste après cette diapo. Sont affichés aussi pour la partie des habitudes de déplacement
des enjeux qui découlent de ce qu'on a observé en fait lors de la rédaction du SCOT, avec des enjeux finalement qu'on pourrait qualifier d'habituels, de récurrents. C'est un peu toujours les mêmes enjeux qu'on retrouve, mais qui sont toutefois toujours actuels, mais pas que pour l'échelle du territoire de Belfort. Ils sont actuels à l'échelle du pôle métropolitain également. On retrouve une volonté d'alternative auto-voiture, une volonté de proposer une mobilité adaptée à chaque territoire. Donc là, on retrouve la notion de territoire urbain, suburbain, rural. On y reviendra par la suite, mais ce sont des notions développées pour le réseau de bus optimaux. Une volonté de développement local lié à l'offre de mobilité, un objectif de baisse de la part modale de la voiture, un objectif social de la politique de mobilité, on y reviendra également, et forcément, qui dit SCOT dit documents locaux d'urbanisme conformes au SCOT et du coup qui intègrent la mobilité. On peut noter toutefois que les infrastructures de mode doux et les modes actifs en général sont très peu abordés dans le SCOT à l'époque. Ça a été remarqué lors du bilan de 2019. Finalement, on peut noter deux grandes suites par rapport à ce document. La volonté de poursuivre le maillage des infrastructures existantes. On en a déjà parlé lors du dernier rendez-vous de la mobilité, avec le passage à 2x2 voies de la RN 1019. L'axe fort du TER, et c'est également évoqué la notion de barreau transfrontalier avec la Suisse à l'échelle du pôle métropolitain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la mobilité dans le SCOT du territoire de Belfort. Je vais vous montrer maintenant le schéma qui illustre la colonne vertébrale du système de mobilité. Donc c'est le schéma de gauche qui montre en fait un petit peu l'organisation du territoire tel qu'on l'a observé à l'époque, mais qui s'avère toujours réel aujourd'hui, et une illustration des déplacements domicile-travail dans le territoire de Belfort en 2015, qui montre là aussi les interconnexions fortes avec le reste du pôle métropolitain, mais aussi l'Alsace et la Suisse, pour la notion transfrontalière. Pas avec l'Alsace, hein, mais pour la Suisse. Je laisse maintenant la parole à Jérôme qui va nous parler du SCOT à l'échelle du pays de Montbéliard. Oui. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette première présentation qui concerne ce territoire de Belfort? Il n'y a pas de demande de parole? Bon, écoutez, on va poursuivre avec effectivement Jérôme. Oui, du coup, pour la partie plutôt pays de Montbéliard, avant de rentrer dans le projet de SCOT Nord-Doubs arrêté, on a voulu faire un petit retour sur le SCOT qui est toujours en vigueur, le SCOT de 2006, qui concernait uniquement donc les 29 communes historiques de PMA. Pour en ressortir des éléments qui sont intéressants, évidemment, le fait de la volonté d'articuler les déplacements et le développement urbain, ce qui est un peu le principe des volets mobilité des SCOT. Mais en termes de transport en commun, ce qu'on remarque, c'est que finalement ce qui était projeté dans le SCOT de 2006 a préfiguré par la suite la mise en place du THNS sur le pays de Montbéliard, avec la volonté de réaliser donc un transport en commun en site propre cadencé entre Audincourt et Montbéliard, avec une logique de desserte du centre d'agglomération et des vallées principales de l'agglomération de Montbéliard. Et effectivement, un lien à trouver entre l'extension d'urbanisation et cette extension du réseau transport en commun. Ce qui était à noter aussi dans ce SCOT de 2006, c'était qu'on avait encore un certain nombre de projets viaires qui étaient prévus, qu'on voit sur la carte en pointillé vert, notamment la liaison entre Maté, Bougeaucourt, Bavant, et puis le contournement plutôt nord de l'agglomération côté de Grand Charmont, et une desserte qui était à étudier sur
sur la partie plutôt Technoland, en lien avec le développement futur de l'espace médian. Sur ce SCOT, l'espace médian il était donc préfiguré, mais finalement assez peu mentionné. C'est un peu le cas aussi du SCOT arrêté, puisque l'espace médian ne se trouve pas sur le territoire du SCOT. Donc le SCOT, que ce soit en 2006 ou le projet de SCOT arrêté de 2021, n'a pas légitimité à parler de cet espace médian et en tout cas à le qualifier. Quand on regarde finalement le SCOT Nord-Joux en projet, on se rend compte qu'on est passé plutôt d'une logique de projet bière ou de construction d'infrastructures à plutôt une logique de facilitation ou d'amélioration de l'existant en raison de ce qui a pu se faire entre 2006 et aujourd'hui. Dans le PADD du SCOT, donc qui est plutôt le document stratégique, il y a deux axes qui ont un lien avec la mobilité. Le premier, c'est plutôt par rapport à l'attractivité territoriale, où la mobilité a abordé dans l'objectif finalement d'être au service de l'attractivité du territoire, et non plus forcément un vecteur d'augmentation des déplacements. Entre 2006 et 2021, il y a un réseau majeur performant qui a été mis en place. Donc maintenant, l'objectif du SCOT, c'est pas tant de mettre en place ce réseau qui existe déjà, mais plutôt d'organiser à l'avenir l'organisation des transports vers ce réseau, et notamment via le développement des plateformes intermodales qui permettent de récupérer ce réseau. Et un élément qui est intéressant aussi dans le SCOT, c'est la place qui est donnée au ferroviaire, qui est vu comme un potentiel assez intéressant sur le territoire de PMA, puisqu'il y a plusieurs gares TER qui pourraient servir de support de mobilité, et ce qui est assez vrai aussi à l'échelle du pôle métropolitain. Un deuxième axe du PADD qui traite de la mobilité, c'est l'axe qui est plutôt relatif à la qualité de vie, où l'entrée principale, c'est plutôt de réduire la dépendance à la voiture, cette fois encore en s'adossant au réseau Evolity, qui apparaît comme une ossature sur laquelle on va développer l'ensemble de l'offre de transport public à l'avenir. Donc le SCOT, dans sa stratégie, encourage plutôt une urbanisation autour de ce réseau-là. Donc déjà urbaniser préférentiellement les secteurs qui sont déjà bien desservis par le réseau. Et, bonne soirée à toi, mais fais gaffe parce qu'il pleut. Hein, ouais. Alors, il y a un pot qui est pas coupé. Alors, on a entendu quelqu'un parler, je ne sais pas si c'était une question ou si c'est un micro qui est resté ouvert. Je ne sais pas s'il y a une question ou si je continue. Arnaud, il n'y a pas dans le chat, il n'y a personne. Ok. Alors on peut passer au DOO, donc le document qui est plutôt le document prescriptif du SCOT, avec lequel les PLU devront être compatibles. Dans le DOO, finalement, on retrouve ces deux axes, donc finalement organiser le réseau de transport collectif et favoriser cette articulation entre le développement de l'urbanisation et l'existence d'un réseau de transport en commun, c'est-à-dire que si à l'avenir on désire créer une nouvelle zone de développement, il faut plutôt la flécher vers des secteurs qui sont déjà desservis en transport en commun. Et un élément encore sur le ferroviaire où le DOO demande aux documents d'urbanisme locaux d'accroître la densité autour des gares. Des éléments sur la connexion entre les systèmes de transport et notamment les territoires voisins. Donc le DOO encourage à des réflexions au niveau des AOM. Cette intermodalité n'est pas seulement le fait du transport en commun, elle est aussi évoquée par le prisme des infrastructures douces. Donc il y a un volet assez important dans le DOO sur l'organisation du maillage du territoire en infrastructures cyclables notamment. Et au-delà de ces déplacements, voitures, TC cyclables, c'est aussi des éléments sur le transport de marchandises qui sont à étudier, la politique de stationnement et l'accès au... Non, ben non, je reste là. Enfin, un dernier point qui est plutôt une dimension paysagère et qualitative de la mobilité. Les éléments du DOO demandent au plan d'urbanisme, au plan locaux d'urbanisme, d'avoir une réflexion plutôt paysagère et qualitative sur les infrastructures de mobilité, puisque ce sont ces infrastructures qui donnent à voir le territoire, qui sont souvent la première porte d'entrée visuelle du territoire,
Donc les infrastructures sont aussi vues comme un support de qualité, et donc le traitement paysager de ces infrastructures apparaît aussi comme un enjeu, là encore, pour l'attractivité du territoire. Là, c'est donc le schéma un petit peu de bilan des objectifs du DOO du SCOT Nord-Doubs quant à la mobilité, où on voit finalement l'organisation du réseau de transport en commun en orange au milieu, qui reprend finalement la logique qui était déjà présente en 2006, à savoir un maillage du cœur d'agglomération Montbéliard, Sochaux, Dincourt, et des liaisons THNS dans chaque vallée. Une logique de transport à la demande dans les parties les moins denses du territoire, qui ne sont pas forcément les plus aptes à recevoir du transport en commun. Et un élément important sur la densité autour des gares. Donc là, les gares de Colombaye-Fontaine, Bougecourt et Montbéliard, qui sont des sites assez clés dans le développement du territoire. Et l'autoroute A36, qui est vue là encore comme une colonne vertébrale sur laquelle on vient greffer des aires de covoiturage, et donc qui permettent, sans forcément être du report modal proprement dit, mais en tout cas de mutualiser l'utilisation de la voiture. Quelques éléments aussi cette fois sur le pays d'Héricourt, où le schéma de développement intercommunal a quelques éléments qui ont des liens avec la mobilité. Finalement, on retrouve des choses assez similaires aux grands objectifs donc des SCOT, de PMA et du territoire de Belfort, puisqu'il s'agit avant tout de proposer des modes alternatifs à la voiture. Sur Héricourt, il n'est pas forcément question de transport en commun, mais plutôt d'améliorer finalement les accès existants, notamment vers les agglomérations de Belfort et Montbéliard, ce lien Belfort-Montbéliard et Héricourt est peut-être moins prégnant dans les documents de planification de Belfort et de Montbéliard. Il y a aussi ce qui est assez intéressant, c'est le rôle du ferroviaire qui est là aussi fléché. Donc c'est effectivement le lien vers la gare TGV, mais aussi le rôle de la gare TER d'Héricourt, qui est vu dans ce document comme un support intéressant pour le développement. Et encore un volet, un petit peu comme sur les autres documents, sur la partie plutôt mode actif ou mode doux, avec une volonté d'enrichir l'offre des réseaux cyclables et piétons, et donc de créer une nouvelle offre de mobilité qui serait autant une offre de mobilité du quotidien qu'une offre de mobilité de loisirs, en connectant les communes avec ce maillage doux. Donc là, c'est le schéma un petit peu global qui résume finalement, qui n'est pas spécifique à la mobilité, c'est le schéma de développement de la communauté de communes du pays d'Héricourt, où on voit finalement là aussi des éléments qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans certains documents de Belfort ou de Montbéliard. Notamment sur Héricourt, ce qui est assez intéressant, c'est on voit ici le long de la N10-19 qui a cette volonté aussi de création d'une vitrine du territoire dans la légende, c'est-à-dire de profiter des infrastructures comme aussi un outil paysager, un outil de valorisation du territoire. Je te laisse peut-être... Oui, alors très brièvement, un petit zoom sur les démarches volontaires du point de vue de la thématique cyclable. Alors ici, cette carte montre un assemblage des schémas directeurs cyclables qui existent à la fois dans le 90 pour PMA et pour la Haute-Saône. Et on a utilisé en fait les éléments du schéma véloroute de la Haute-Saône, mais donc on s'est concentré sur la partie qui est dans le pôle métropolitain. On voit finalement qu'il y a plusieurs axes en pointillés qui sont les pistes cyclables projetées. Alors, rien d'arrêté forcément dans les calendriers, mais en tout cas, c'est des secteurs qui ont été identifiés comme étant des secteurs intéressants pour mailler en fait le pôle métropolitain, afin de renforcer l'existant tout en étendant le réseau cyclable réellement à l'échelle du pôle.
Et finalement, on peut apporter des pistes de réflexion ou des points de vigilance selon le point de vue pour éventuellement la feuille de route qui occupera le comité de projet demain. Mais on peut voilà, se servir en fait de l'assemblage de ces schémas directeurs pour se dire qu'il faut réfléchir à une cohérence à l'échelle du pôle métropolitain entre les différents projets. Et aussi, on peut s'inspirer ou en tout cas se rappeler qu'il y a l'application Nord-Franche-Comté Mobilité qui est opérationnelle depuis quelques semaines et qui pourrait rattacher un petit peu cette politique cyclable. Voilà, et pourquoi pas réfléchir à ce que le pôle métropolitain affirme un positionnement afin d'assurer la cohérence des projets identifiés dans les différents schémas cyclables. Je poursuis avec la partie numéro 2, sauf si vous avez des questions jusqu'à présent. Est-ce que sur ces documents un peu de programmation, à la fois Belfort, Montbéliard, planification, excuse-moi, oui, Belfort, Montbéliard et Ricourt, est-ce que ça vous inspire des remarques? Est-ce que ça soulève des questions? Très bien. Alors, il y a une question. D'accord. Alors, Zoé Stadler, vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir à tous. Merci. C'était pour savoir comment était intégré le SRADET dans tout ça, enfin plutôt l'inverse d'ailleurs. Si justement on ne parle pas du tout du SRADET et je ne sais pas si il est intéressant d'en parler pour dire comme il vient d'être mis en œuvre il y a peu de temps, savoir si vous avez déjà des réflexions liées à ça, si les SCOT s'intègrent, sont en lien avec les axes du SRADET ou pas encore fait. Merci. Je peux répondre pour ce qui concerne PM. Ouais, je peux répondre. Pour ce qui concerne Pays de Montbéliard agglomération, je réponds Charles Bergogneau, excusez-moi. Je réponds juste pour dire que comme le SCOT est en cours d'élaboration, il prend d'ores et déjà en compte effectivement ce qui a pu être exprimé dans le cadre du SRADET. Et la région, dans le cadre de l'avis qu'elle a remis sur le projet de SCOT Nord-Doubs, donc a trouvé qu'on était en phase avec les orientations développées dans le SRADET. Et concernant donc le SCOT du territoire de Belfort, après le bilan de 2019, il a été décidé de ne pas le réviser. Il y a eu cependant une mise en conformité ou en tout cas une étude de mise en conformité pour voir s'il était justement conforme au SRADET approuvé en 2020. Et la réponse est oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de zoom sur les orientations du SRADET ce soir. Et pour le pays des Ricourt, on est dans une démarche d'élaboration d'un PLUI Valence-Côte. Donc on en est au PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, avec le débat avec nos différents partenaires, dont la région, dans le cadre du SRADET. Ok, super. Donc c'est aussi en cours, quoi. Et je rebondis. Mais c'est peut-être un point de vigilance qu'il faut effectivement noter. Ouais. Oui, c'est ça, pour juste qu'on voit le lien comme ça vient d'être fait. Et par rapport justement à la première partie, j'ai pas eu le temps de réagir sur le SCOT du territoire de Belfort. On voyait que justement, il y a, le sujet des infrastructures des modes doux était peu abordé dans le SCOT. Oui. Et justement, savoir si ce point va être amélioré ou voilà, comment ces constats modifient le SCOT par la suite parce qu'il ne va pas être révisé s'il y a quand même des modifications entre guillemets ponctuelles sur ce SCOT. Alors le syndicat mixte du SCOT a décidé de rien toucher pour le moment sur le document. Ça va peut-être changer les prochaines années, mais en tout cas, ce sont les dernières informations officielles que je peux donner. Oui, super. Ouais. Peut-être qu'ils attendent aussi les futures élections avant de se reposer la question. Je fais partie de ce syndicat mixte et justement, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais comme je suis jeune élue de la ville de Belfort, je découvre en même temps.
Voilà, ben, n'hésitez pas au prochain comité syndical si vous souhaitez poser la question à mes collègues qui participent. Je pense que ça posera pas de problème. En tous les cas, c'est sûr qu'au niveau du comité de projet, la réflexion sur les modes doux est ouverte et qu'on fera des propositions dans ce sens-là. Après, la question, c'est quel pourrait être le cadre structurant de la formalisation de cette volonté de travailler ensemble à l'échelle du Nord-Franche-Comté sur le développement, par exemple, des mobilités douces. On l'a effleuré avec, par exemple, le schéma Nord-Franche-Comté des pistes cyclables et voies vertes, qui, au-delà de la mise à plat du projet de chacun, pourrait travailler sur de l'interconnexion, sur une planification, sur la mobilisation de crédits qu'on pourrait aller chercher collectivement, etc. Donc, nous, on fera des propositions dans ce sens-là. S'il y a une volonté d'y aller ensemble, on trouvera le chemin et les supports pour à la fois formaliser, structurer la stratégie commune. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça soulève bien aussi ces questions-là. Moi, j'avais une question autour un peu de la méthode, c'est-à-dire que la participation dans l'élaboration de ces documents, je pense notamment sur le Pays de Montbéliard, mais je pense que ça doit être aussi la même chose sur Belfort, mais il y a le CODEV, le comité de développement, comment les usagers, j'allais dire la société civile, entre guillemets, est associée. Est-ce que ça a été quelque chose d'important? Quelle est la place un petit peu dans... Alors pour ce qui concerne le SCOT Nord-Doubs, donc le conseil de développement a été mobilisé puisque c'est lui qui a accompagné toute la concertation autour du projet de SCOT depuis 2014, puisque la mise en révision du SCOT 29 communes à l'époque et puis l'élargissement donc au nouveau territoire de PMA est engagé depuis 2014 et donc de 2014 à cette année, puisque le conseil de développement s'est réexprimé aussi dans le cadre de l'enquête publique qui vient de se terminer, donc a pu formuler un certain nombre de préconisations ou en tout cas de préoccupations qu'il pouvait avoir et qui serait bon d'intégrer dans le SCOT. Donc il y a eu une participation active de la société civile, on va dire, sur cette question-là, sachant que la question qui reste ouverte et qui a été reposée là dans le cadre de l'enquête publique, c'est une échelle qui est plutôt supra-SCOT, justement, qui est de dire, mais enfin voilà, bien sûr le SCOT lui résonne sur son périmètre, mais il y a un certain nombre de préoccupations qu'il faut savoir traiter à une échelle supérieure, et donc c'est une question qui a été reposée dans ce cadre-là. Et alors pour le territoire de Belfort-Joquer, je n'ai pas l'historique jusque-là, parce que ça, effectivement, le lancement du SCOT date de 2006. Je passais alors le bac. Je ne sais pas, mais bon, la concertation était déjà obligatoire à l'échelle nationale pour les documents de planification à ce moment-là. Donc, je me mouille pas trop en disant qu'il y en a eu une. Peut-être que des participants ce soir ont souvenir de comment ça s'est passé à l'époque, mais voilà. Mais c'est en tout cas, une question qui reste ouverte. Oui, mais le bilan de 2019 avait été relayé à la société civile et puis tous les documents sont accessibles et consultables en ligne, donc pour tout à chacun. Alors comment, peut-être que ça va venir après, peut-être je sais, mais comment dans les documents aussi de contractualisation, alors c'est peut-être pas les documents de planification, mais je pense au contrat opérationnel avec la région, comment on retrouve des éléments stratégiques qui ont été évoqués là autour des mobilités, mais le rôle structurant à l'échelle du pôle métropolitain de la ligne TER, Belfort, Héricourt, Montbéliard, et la ligne d'Aile, prolongement suisse, sont des éléments sur lesquels qui ont été évoqués et qu'il va falloir aussi défendre ensemble, Et puis
le rôle de la 36 qu'on avait peu évoqué jusqu'à maintenant, mais qui est aussi un axe, voilà, alors qui structurant pour les mobilités locales aussi, quoi. Y a-t-il d'autres remarques, questions sur l'aspect planification? Eh bien, on peut engager avec la programmation. Oui. Voilà, donc document de programmation, donc main mécanisme, je vais vous présenter ce qui existe dans le territoire de Belfort et Jérôme prendra la partie PMA. Donc, en document de programmation dans le territoire de Belfort, il existe le contrat de mobilité qui a été rédigé en 2008 et qui n'a pas de valeur réglementaire, c'est-à-dire qu'il ne s'apparente pas à un plan de déplacement urbain ou plan de mobilité tel que le code de transport le réglemente. C'est toutefois un document cadre à l'échelle du ressort territorial et qui a servi à l'époque de base à la refonte du réseau de transport collectif Optimo. Pour rappel, il y a eu 2 phases dans la refonte de ce réseau. La première en 2007-2008 et la seconde en 2013, selon 4 objectifs politiques. Le premier, la lutte contre l'exclusion et la volonté du SMTC de permettre à tous de se déplacer. L'amélioration du pouvoir d'achat des ménages en diminuant les dépenses liées au déplacement, l'amélioration de la qualité de vie, que ce soit au niveau des aménagements de l'espace public que de la qualité de l'air, etc. Et le développement équilibré des territoires. Donc c'est un document aujourd'hui, alors obsolète c'est peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas qui a servi dans la mesure où Optimo est depuis 2013 opérationnel. Il y a eu un bilan des actions qui ont été faites les 10 dernières années. Ce bilan date de 2020-2021. Et en fait, il montre, il met en exergue les actions phares du SMTC dans le cadre du développement d'Optimo, avec l'approche service client et notamment la tarification sociale innovante, l'offre triple play, donc avec le bus, les vélos en libre service et les autos en libre service dès 2014, l'aménagement de l'espace public, notamment à Belfort, où finalement l'instauration de certaines lignes au niveau de service ont permis aussi de requalifier des espaces publics emblématiques de la ville et plus récemment l'intégration dans le projet territoire d'innovation. Alors les suites, je parle sous couvert de Monsieur Rovigo, évidemment, il pourra aller plus loin s'il le souhaite. Il va y avoir des réflexions pour un nouveau document cadre. Il y a évidemment la technologie à hydrogène qui va être intégrée dans la flotte des bus Optimo d'ici quelques années. Et il y aura d'ailleurs une station en fait à côté du dépôt des bus Optimo. Et une volonté de penser mobilité as a service. Donc c'est une expression qui apparaît dans la loi des orientations des mobilités de 2019. Donc en fait, la mobilité en général vue comme un service à la population. Donc ça, c'est un peu le bilan du contrat de mobilité que l'on peut faire aujourd'hui et qui indéniablement peut servir de piste de réflexion aussi pour des futurs documents de programmation autour des mobilités. Je ne sais pas, Monsieur Rovigo, si vous voulez apporter des détails supplémentaires. Non, je crois que vous avez tout dit. Après, il faudrait détailler effectivement le contrat de mobilité, mais on est, nous, au syndicat mixte des transports du territoire de Belfort, en réflexion. Comme vous l'avez dit, on n'est pas obligé de faire un tel document, hein, donc on serait plutôt sur un document volontaire. Donc, on est en train d'intégrer le travail qu'on vous a confié, en tout cas sur
sur le bilan de ce qu'on a fait de 2008 à 2020. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, on est sur le développement de l'hydrogène. Vous l'avez dit, on pense avoir des bus à hydrogène en 2020, fin 2022. Et puis, on est en train de conforter un petit peu ce qu'on fait déjà, hein, puisque Pensée Masse, on a déjà le bus, le vélo, la voiture, et on est en train de réfléchir au développement d'une application spécifique sur le MAS. Et en gros, vous avez tout résumé. Voilà, je te laisse la place. Alors, sur la partie plutôt PMA, des éléments sur le plan de déplacement urbain de 2009, qui est un document qui est, lui, vraiment un document de programmation, c'est-à-dire qui fixe des projets avec une date de réalisation et des financements qui vont en phase avec ces projets. Ce PDU de PMA, il date de 2009, à l'époque où on était encore sur PMA 29. C'est comme le premier SCOT de 2006. Dans ce PDU, il y a des éléments de stratégie qui soulèvent finalement ce qu'on soulignait nous aussi la dernière fois lors des premières rencontres de la mobilité, sur la surutilisation de la voiture dans le territoire. Ce qui est vrai à grande échelle, c'était déjà vrai, on va dire, à l'échelle de PMA historique. Mais pour autant, peut-être pas forcément d'objectif de s'attaquer frontalement, en tout cas, à cette utilisation de la voiture par une politique coercitive. Que ce soit par la voiture en tant que telle ou le stationnement, qui est pas forcément une piste d'action qui est identifiée dans ce PDU. En revanche, il y a cette volonté de créer un transport en commun qui va plutôt essayer d'obtenir un report modal. Donc c'est plutôt favoriser le report modal par l'offre plutôt que par une politique coercitive contre la voiture. Des éléments qui sont encore intéressants, c'est le réseau ferré qui est là encore identifié comme un élément structurant. Et tous les maillages doux qui sont à développer, que ce soit les réseaux cyclables ou les cheminements piétons. Et une réflexion à l'échelle de l'aire urbaine en 2009. Donc encore une fois, le PDU de PMA n'a pas vocation ou n'a pas légitimité à concevoir l'espace médian, mais une réflexion quand même à l'échelle de l'aire urbaine sur l'utilisation de l'A36 comme un axe structurant pour la mobilité des transports en commun, donc c'est-à-dire plutôt faire circuler des transports en commun autobus sur l'A36. Dans les actions du PDU, qui sont vraiment il y a une liste d'actions dans ce PDU qui il y en a une trentaine, donc on ne les a pas listées point par point, mais on a plutôt fait des catégories d'actions. On retrouve des éléments qui correspondent finalement à ce qui était fléché dans le SCOT de 2006. Par rapport à l'utilisation de la voiture, il y a cette volonté plutôt de clarifier ou de hiérarchiser le réseau viaire par une mise en œuvre de plans de circulation et finalement d'arriver à mieux distinguer ce qui relève de la voirie de transit, de la voirie de desserte et des éléments sur la circulation aussi des poids lourds et des livraisons qui étaient déjà préfigurés dans le SCOT, avec pour chacun de ces points des éléments des indicateurs qui vont en face, notamment sur les questions de sécurité routière où le PDU prévoyait qu'il y ait des indicateurs sur ces éléments-là. Par rapport au transport en commun, il y a là encore cette volonté de développer le transport en commun en site propre. Donc finalement, c'est une transcription de ce que disait le SCOT, puisque le PDU doit être compatible au SCOT. Et donc, on retrouve dans ce PDU, qui est le document plutôt opérationnel, la partie opérationnelle de la stratégie qui était préfigurée dans le SCOT du point de vue des transports en commun. Des transports en commun, et donc du coup de ce lien, cette articulation entre l'urbanisation et le transport, qui passait aussi notamment par l'aménagement du pôle multimodal sur le site de la gare, donc à l'acropole de Montbéliard, et des indicateurs finalement encore pour favoriser le report modal, sans forcément lutter frontalement contre la voiture, mais en tout cas faire que les transports en commun soient plus efficaces, et donc une amélioration de leur vitesse commerciale dans le cadre de ce projet de BHMS. Au niveau de l'aire urbaine, il y avait quand même quelques
objectifs qui étaient fixés, puisque le PDU prévoyait quand même la mise en place d'une offre de transport en commun pour relier donc, le pays de Montbéliard à ce qu'on appelait à l'époque l'espace central, et qui est devenu après l'espace médian, avec des indicateurs sur l'utilisation de transport en commun pour l'utilisation des grands pôles générateurs de mobilité, donc la gare TGV, l'hôpital et l'université, où le PDU prévoyait, par le déploiement de son réseau de transport en commun, un certain nombre d'objectifs. Donc voilà, notamment 20% des voyageurs qui devaient accéder à la gare TGV en transport en commun, 25% des visites à l'hôpital en transport en commun et 30% des étudiants qui viennent en transport en commun. Et une phrase qu'on a trouvée intéressante aussi de reporter sur cette présentation, sur l'enjeu qui était à l'époque identifié sur la nécessité de desservir de manière assez forte, sans transport en commun, cet espace central, dans la mesure où finalement le PDU identifiait que si l'offre en transport en commun, ou la desserte en transport en commun n'était pas performante dès le développement de ces premiers pôles générateurs, finalement il y aura peut-être une habitude du recours à l'automobile qui pourrait s'instaurer et qui complexifierait, ou rendrait en tout cas plus difficile la mise en place de transports en commun ultérieurs, et donc créer une culture du report modal vers ces sites. Si on fait un petit peu le bilan de ces différents documents, donc à l'échelle PMA, territoire de Belfort et pays d'Héricourt, on retrouve des points de cohérence, donc effectivement, qui sont des points relativement classiques sur la volonté d'utiliser la mobilité finalement pour asseoir l'armature urbaine de chacun des territoires, et la volonté de proposer des alternatives au tout voiture. Ce qui nous a paru intéressant, c'est que finalement, au-delà du transport en commun classique, chaque document finalement identifie l'offre ferroviaire comme une armature forte. C'est une armature à la fois à l'échelle de PMA, c'est une armature à l'échelle du territoire de Belfort, et c'est aussi un enjeu à l'échelle de la CCTH, où on parle de cette gare de TER d'Héricourt. Donc finalement, armature à l'échelle de chacun des territoires, peut-être aussi armature à l'échelle du pôle métropolitain dans sa globalité. Les documents identifient tous, enfin tous en tout cas pour ceux qui sont concernés par le transport en commun, la volonté donc de développer ce réseau de lignes à haut niveau de service, finalement pour favoriser un report modal, et aussi dans le but d'accroître l'attractivité territoriale qui existe finalement aujourd'hui à l'échelle de chaque territoire, mais sans forcément de visée métropolitaine, en tout cas à l'échelle du pôle métropolitain de Franche-Comté. En revanche, on a quand même identifié certains points, enfin divergences, en tout cas de différences dans la vision que chaque territoire a de la mobilité. Peut-être en premier lieu sur le territoire de Belfort et dans son SCOT, une notion de rayonnement métropolitain qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir sur les autres territoires. Ce qui peut s'expliquer puisque c'est sur le territoire de Belfort qu'on a donc cet espace central qui est devenu espace médian, donc qui fait du SCOT 90 le document un peu légitime pour parler de ces infrastructures de rayonnement à plus grande échelle. Les divergences ont été un petit peu évoquées tout à l'heure grâce à la question qui a été posée sur l'importance plus ou moins forte des modes doux dans chaque document. Donc finalement, quand on fait l'assemblage de ces différents projets cyclables, on se rend compte qu'il y a peut-être un enjeu d'avoir une réflexion cyclable à l'échelle du pôle métropolitain de Franche-Comté. Et enfin, on a déjà un petit peu parlé de manière transversale sur la prise en compte évolutive de l'espace médian, puisque dans les documents qu'on a pu vous présenter, on a des SCOT 2006 pour PMA, pour Belfort c'est un peu plus récent, 2014, on a le PDU de Montbéliard qui est de 2009, et le SCOT Nord-Doubs qui est de 2021. Donc finalement, on a des documents qui représentent pas mal d'années d'évolution de la réflexion sur la mobilité à l'échelle du territoire, donc finalement une réflexion de cet espace médian qui évolue au fil des documents et donc au fil des années. Alors, je ne sais pas si on passe tout de suite à la troisième partie. Peut-être qu'on peut, on peut peut-être laisser de la réaction, pareil, question, remarque.
moi, il me semblait aussi que ce qui a été évoqué, bon, c'était peut-être plus prégnant sur effectivement le territoire de Belfort, mais ça reste présent dans les échanges qu'on a pu avoir sur effectivement la prise en compte de la diversité territoriale, c'est-à-dire l'espace dense, le périurbain et l'espace rural, quoi, que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, quoi, et que le transport en commun structuré nous renvoie plutôt au secteur dense, quoi. Et donc, si on veut avoir une approche à l'échelle de notre territoire, il est indispensable de prendre en compte ces trois dimensions territoriales, quoi. Et puis l'autre remarque, c'est aussi sur les alternatives à la voiture. On a pas mal parlé du vélo, mais on n'a pas entendu d'éléments liés, par exemple, au covoiturage, notamment la région ayant aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, une politique à ce niveau-là. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à réfléchir ensemble en termes d'aire de covoiturage, d'aménagement, de système de réservation, peut-être la région le fait, etc. Mais est-ce qu'on n'aurait pas, sur ces éléments de structuration, des choses à voir? Mais bon, après, il y a des choses qui sont au niveau de l'autopartage, etc., expérimentées sous le territoire, enfin pas expérimentées, mises en œuvre sous le territoire de Belfort. Peut-être, voilà, ce sera après nous de nous poser la question de l'élargissement des offres éventuellement, mais voilà, l'alternative, elle n'est pas que le vélo ou le système piéton que nous avons pu évoquer, quoi. On aura une question de Madame Antoine Stadler. Oui. Je rejoins vos remarques et vos questions sur l'alternative à la voiture. Et justement, pour le bilan PMA, on voit qu'il y a 30% des étudiants qui viennent en transport en commun. Et comment faire pour faire en sorte que les étudiants utilisent plus les transports en commun, sur ce point-là par exemple, mais ça peut être sur tout le territoire en tout cas. Qu'est-ce qui est prévu pour faire en sorte que justement l'utilisation des transports change? Qu'est-ce qui est proposé afin de donner envie à la population, par exemple, de prendre le bus, plus d'offres, l'élargissement donc des offres, ou parce que le vélo, comme il a été dit, ne suffit pas, et puis le covoiturage est un point, mais ne suffit pas non plus, selon moi. C'est l'ensemble des alternatives qui peut encourager à changer les habitudes de déplacement. À l'échelle du territoire de Belfort, le covoiturage, je dirais, commence à être évoqué au niveau des EPCI dans leur... la communauté de communes des Vosges du Sud y réfléchit dans le cadre de son plan local d'urbanisme intercommunal. La ville de Belfort et le Grand Belfort a plusieurs aires de covoiturage en projet, et la communauté de communes du Sud Territoire a une aire de covoiturage qui est très très efficace à Delle, juste avant la frontière suisse. Moi je pense que dans le SCOT du territoire de Belfort, comme il a commencé à être rédigé en 2006, c'est pas vraiment des... Ouais, c'est ça, c'est pas des choses qu'on évoquait à l'époque. Alors, c'est vrai qu'en fait, ces 10 dernières années, avec l'enchaînement des lois et des avancées législatives en faveur de la mobilité, justement pour lutter contre la voiture individuelle, fait qu'aujourd'hui, on prend en compte toutes ces solutions. Mais c'est vrai que la temporalité explique que ça ne figure pas forcément dans le SCOT du territoire de Belfort, mais on voit qu'Optimo l'a considéré quand même dès le départ, avec ses objectifs de permettre à tous de se déplacer, notamment à ceux qui ne pouvaient pas se payer de voiture, de par la tarification sociale, et c'est ce principe de post-paiement, hein, donc de payer uniquement les trajets effectués avec des plafonds mensuels très avantageux, pour justement encourager l'utilisation des services optimaux. Donc voilà, c'est des réflexions qu'il peut y avoir à l'échelle du pôle métropolitain, tout à fait, dans le cadre des réflexions globales qu'il y a là. De toute façon, le SRADET demande à réfléchir à ces alternatives. Donc
Aujourd'hui, on y est obligé. Et le SCOT PMA, forcément, de par les années plus récentes de rédaction... Il inclut une réflexion sur le covoiturage. Voilà. Oui, sur le SCOT de PMA, dans son DOO, prévoit un positionnement des aires de covoiturage. C'est la carte qu'on mentionnait tout à l'heure, une carte bilan un peu du DOO, notamment le long de la 36, finalement. La 36 sur le territoire de PMA et plus largement sur le pôle à disposition de nombreuses entrées et sorties. Et tous ces échangeurs sont identifiés dans le SCOT comme des sites préférentiels d'accueil d'aires de covoiturage. Et le même document du SCOT aussi pour répondre à votre question sur la mobilité hors des territoires denses. Effectivement, c'est un peu aussi ce que l'armature qui est dans le SCOT de PMA où on a une offre de transport en commun site propre en cœur d'agglomération et dans les vallées urbanisées de PMA. Et de manière complémentaire à ça, dans les secteurs les moins denses de l'agglomération, c'est plutôt une offre de transport à la demande qui est mise en place avec une logique de rabattement vers les secteurs denses et donc l'offre de transport en commun avec les pôles d'échange de Montbéliard, Acropole et de Dincourt. Alors, comment je parle sous couvert aussi d'Arnaud et de Marc, mais aujourd'hui, nous sommes saisis, notamment par l'université, mais pas que, qui nous questionne sur effectivement l'évolution de l'offre de transport en direction au service des étudiants. Des lignes dédiées existaient ou existent encore, mais qui visiblement ne donnaient pas satisfaction, notamment en termes de délai. Je crois que le parcours de mémoire était trop long. Je ne sais pas, Arnaud, si tu as en tête. Alors effectivement, il y a des lignes existantes. Bon, je pense que M. Robigo sera quand même plus à même de répondre. L'idée qui a conduit à leur disparition, c'était de dire que le maillage par le TER était avec un très bon cadencement et un rabattement des transports en commun vers les deux gares permettait d'assurer un bon niveau de service et une bonne desserte des établissements d'enseignement supérieur. Et puis, en termes de modalités pratiques, ça se traduisait par l'acquisition d'un pass hockey par les jeunes pour se déplacer dans l'ensemble de l'aire urbaine. Effectivement, on est à nouveau saisi par l'UTBM et l'université pour proposer des lignes régulières, rapides, avec une demande qui concerne un trajet d'une trentaine de minutes pour relier les sites de Belfort et de Montbéliard. Je vois que M. Robigo a activé son micro, je vais peut-être lui laisser la main. Oui, Arnaud, non, je voulais juste en complément, on s'est beaucoup interrogé sur la mobilité des étudiants. Les études qui ont été menées montrent qu'effectivement les étudiants qui étudient sur Montbéliard résident plutôt dans le pays de Montbéliard et ceux sur Belfort plutôt dans le territoire de Belfort, et qu'il y a quand même des offres assez structurées d'un côté comme de l'autre pour assurer leur mobilité. Donc les demandes récurrentes qui sont faites transporter les étudiants d'un site à l'autre, effectivement, elles existent. Malheureusement, les deux études qui ont été menées, une dans le cadre du projet TIGA et une menée par le SMTC récemment, ne montrent pas spécifiquement ce besoin. Alors qu'après, il y ait un besoin, d'après ce que j'ai cru comprendre, que plutôt des transports à la demande pour le soir, pour que les étudiants participent beaucoup plus activement à la vie sociale, oui, probablement. Après, relier des sites d'études pour relier les sites d'études pour le motif études, je ne suis pas certain que, en tout cas, au vu des deux études récentes, il y a une vraie priorité à cela. Sachant encore une fois que entre Belfort et Montbéliard, il y a quand même la ligne TER qui propose 26 allers-retours par jour. Et derrière, on a quand même deux réseaux urbains qui sont fortement maillés et qui permettent de relier tous les sites. Merci, Marc. Oui, la question n'est pas spécifique aux étudiants, c'est une question globale après sur la façon dont les offres urbaines qui sont déployées sur les deux agglomérations, plus l'offre TAD d'Héricourt, sont connectées à un réseau ferroviaire qui peut devenir le réseau structurant. C'est ça. Et
s'il y a une bataille peut-être à fait. mener, c'est Elle est peut-être celle-là. sur le niveau de service de l'infrastructure ferroviaire qui puisse mieux répondre. Je dirais, on sait que les déplacements du soir sont difficiles, enfin voilà qu'il y a des déplacements à certains moments de la journée qui peuvent être difficiles, et c'est peut-être sur ce niveau de service qu'il y a une interrogation à porter. Voilà. Puis peut-être la problématique tarifaire, billettique, etc. Parce que pour l'instant, nous, on a réfléchi au niveau des AOM du pôle métropolitain, mais la région était partie prenante dans le cadre du pass hockey. Aujourd'hui, voilà, il y a aussi sûrement un pas, une évolution à travailler avec la région à ce niveau-là, quoi. Ok. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réflexions? Eh bien, je vous propose que nous engagions la troisième partie. Oui, une troisième partie plutôt sur les enjeux et les comportements des habitants. Quelques éléments pour commencer qui sont issus de l'enquête ménage de 2005, donc qui sont assez anciens, mais qui permettent de montrer déjà une particularité du territoire. Donc à l'échelle du pôle métropolitain, c'est le nombre assez important de déplacements par jour par personne. On est à 4 déplacements par jour par personne. C'est-à-dire que finalement, c'est un territoire sur lequel il y a beaucoup de déplacements et beaucoup de mobilité. Principalement peut-être du fait qu'il y a plusieurs pôles, ou en tout cas plusieurs pôles générateurs, qui font que les gens sont peut-être plus amenés à se déplacer. On se rend compte, en tout cas on se rendait compte à l'époque, que la très large majorité de ces déplacements étaient effectués en voiture, donc 85% notamment pour les déplacements domicile-travail. Si on regardait par contre tout motif de déplacement compris, les déplacements de moins de 3 km, enfin de 1 à 3 km, donc des déplacements sur lesquels les déplacements à pied ou à vélo seraient pertinents, on se rend compte que c'est 83% de ces déplacements qui étaient effectués en voiture à l'époque. Bon, de manière générale, on se rendait compte aussi que la part modale de la voiture était globalement élevée dans chacun des 3 territoires, peut-être un petit peu plus dans la partie Haute-Saône, puisque c'est la partie la moins dense, et donc c'est la seule qui n'a pas d'offre de transport en commun, mais finalement des chiffres qui étaient assez élevés en 2005. En 2007, si on prend les 2017, les chiffres de l'INSEE, on nous montre que finalement il n'y a pas forcément eu d'évolution majeure. On ne peut pas forcément comparer les chiffres d'une enquête ménage de déplacement avec les chiffres de recensement INSEE, mais en tout cas la tendance pour l'INSEE, c'est toujours une faible utilisation des transports en commun. Toujours en se basant sur des chiffres INSEE, on a regardé un petit peu la question de la motorisation qu'on avait déjà abordée lors des premières rencontres de la mobilité, où on se rend compte finalement que déjà il y a très peu de ménages qui n'ont pas de voiture, seulement 4% en 2017. Donc finalement, on a une très très large majorité des ménages qui sont motorisés, et c'est même une part qui augmente, puisque la part des ménages non motorisés a diminué depuis 2007. Quand on regarde, c'est le graphique à gauche, l'évolution de la répartition des ménages en fonction de leur motorisation entre 2007 et 2017, on se rend compte que finalement, il y a une très légère baisse de la part de ménages sans voiture, une baisse assez franche des ménages ayant seulement une voiture. Par contre, on a une augmentation des ménages disposant de 2 voitures et de 3 voitures et plus. Donc finalement, cette tendance sur l'utilisation de la voiture, faiblit pas. Elle est quand même assez... on a des documents qui, historiquement, depuis plus de 10 ans, alertent sur l'utilisation de la voiture et tentent de trouver des alternatives. Mais finalement, en tout cas, quand on regarde les comportements, on se rend compte que la part des ménages très motorisés augmente. Elle augmente en pourcentage, et quand on regarde finalement ce qui se passe dans l'absolu, c'est-à-dire le nombre de ménages selon le nombre de voitures, donc c'est le tableau qui est à droite, on se rend compte que globalement, il y a une diminution, à l'échelle du pôle, il y a une diminution du nombre de ménages, donc on a une baisse, y compris de ménages ayant 1 ou 2 voitures.
Mais on se rend compte finalement que la baisse la plus forte concerne les gens qui n'ont pas de voiture, et que finalement, plus on est motorisé, il y a même une augmentation des gens qui ont 3 voitures et plus. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un territoire qui plutôt perd de la population, on a plutôt une augmentation du nombre de ménages qui ont 3 voitures et plus. Donc, finalement, c'est des chiffres qui questionnent sur ce taux de motorisation. C'est une carte qu'on avait déjà présentée lors des premières rencontres de la mobilité, qui représente ce taux de motorisation par commune. Finalement, on voit que plus on est dans le rouge, moins on a de gens qui sont motorisés. Et finalement, plus on va vers le bleu foncé, plus on se rapproche des 100% de ménages motorisés. Et finalement, ce qui fait un lien avec les questions qui ont pu être posées à l'instant, c'est qu'on se rend compte assez nettement que finalement les deux cœurs urbains, donc Belfort et Montbéliard, sont les polarités dans lesquelles il y a le moins de motorisation, même si finalement on a quand même des taux de motorisation qui peuvent être assez élevés. Donc, il y a aussi donc le site de l'université qui, forcément en raison de la présence nette d'étudiants, a un taux de motorisation qui est globalement faible, en tout cas qui se détache assez nettement de son environnement. Finalement, ça veut dire aussi que tous les étudiants ne sont pas forcément motorisés, qu'il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Donc pour autant qu'on puisse voir que les centralités urbaines, donc Montbéliard et Belfort, sont les endroits où le taux de motorisation est le plus faible, on se rend compte, si on zoome un petit peu, qu'à l'échelle de ces deux villes, finalement, on peut rester quand même largement favorable aussi à la voiture. On a fait une petite analyse à l'échelle de l'hypercentre de Montbéliard, où finalement, on a essayé de caractériser les espaces publics ouverts. Finalement, on se rend compte finalement que l'espace public, il est majoritairement dévolu à la voiture, puisque on a 52% de l'espace public, en tout cas sur le centre de Montbéliard, qui est dédié à la voiture, que ce soit du parking ou de la voirie. On est en 55% de voirie et 45% de parking, on va dire. Et finalement, une assez faible part d'axes mixtes, puisque les axes mixtes représentent moins de 4% d'espace public, là où le PDU, dont on parlait tout à l'heure, fixe un objectif à environ à 20%. Et on se rend compte aussi que quand on caractérise un petit peu l'espace qui est attribué aux piétons, donc c'est 30% du centre-ville qui sont attribués aux piétons, finalement que plus de 70% de ces espaces-là, c'est des trottoirs, donc pas forcément des espaces publics structurants, ou en tout cas qui pourraient créer une culture finalement de déplacement à pied, ou en tout cas en mode doux. Donc finalement, on s'aperçoit, on a fait l'exercice sur Montbéliard, mais dans des proportions, je pense, relativement similaires, on pourrait retrouver des chiffres, je pense, assez comparables sur Belfort. On se rend compte que même dans ces centralités urbaines où le taux de motorisation est le plus faible, il y a quand même une part assez présente de l'espace public qui est attribué à la voiture, et donc qui peut être relativement concurrentiel des alternatives que cherchent à mettre en place les différents documents de planification. Et donc finalement, on a globalement une offre notamment de stationnement. On a vu tout à l'heure que en tout cas le PDU de Montbéliard n'avait pas forcément comme objectif une lutte frontale contre le stationnement, mais finalement c'est peut-être une offre qui peut créer une forme de concurrence, et qui en tout cas est à prendre en compte dans l'analyse de l'offre de mobilité. Pour finir, quelques éléments qui sont plus des questions que des réponses ou des éléments de diagnostic. C'est plutôt surtout les enjeux actuels et futurs qui peuvent avoir un impact sur la mobilité, la manière de se déplacer, ou la quantité même des flux de mobilité, à savoir les impacts du numérique, que ce soit dans le changement de comportement des acteurs, mais simplement dans la manière de travailler, de la manière de faire ses courses, finalement peuvent faire en sorte qu'on ne va pas se déplacer de la même manière, donc on n'aura pas forcément besoin de d'une réponse identique aux problématiques de mobilité. Des enjeux peut-être sur les questions de plateforme logistique, puisque c'est d'actualité sur le territoire. Des enjeux peut-être aussi sur l'évolution des modes de mobilité. On a un petit peu
évoqué l'hydrogène tout à l'heure, mais plus largement, c'est les questions de nouveaux modes de mobilité sur la voiture autonome, sur des déplacements dans ces centres urbains très denses où il y a quand même encore aujourd'hui une part importante de l'espace qui est attribué à la voiture. Donc, c'est tout beaucoup d'enjeux qui sont sur cette thématique, qui concerne effectivement la sécurité des usagers et aussi l'acceptabilité de la population. C'est que le regard de la population sur les différents modes de déplacement peut évoluer, ou en tout cas peut être évoluer par rapport à l'automobile. Et un enjeu qu'on avait soulevé aussi la dernière fois, c'est sur l'individualisation des déplacements, puisqu'on remarquait qu'on avait une dilution de la population, une dilution des emplois et une dispersion aussi des pôles générateurs. Donc finalement, de plus en plus de lieux de départ et d'arrivée de déplacement, donc qui questionnent la pertinence peut-être du transport en commun, puisque le principe du transport en commun, c'est bien que de mutualiser les flux d'un point A vers un point B, ce qui est peut-être remis en question par cette individualisation croissante des déplacements. D'autres questions encore qui sont des questions plutôt d'ordre environnemental d'une part. L'usage public dont on en a déjà un petit peu parlé avec l'exemple de Montbéliard. Et une question aussi qui sera à prendre en compte dans les futures évolutions des documents de planification sur le financement et sur finalement la partie opérationnelle de toute la stratégie qui aura pu être définie en fonction des enjeux qui ont pu être identifiés. Voilà pour du coup finalement une partie plus de questions pour ouvrir le débat plutôt que d'amener des éléments diagnostiques, puisque c'est des enjeux qu'on ne maîtrise pas forcément et dont on ne peut pas encore anticiper l'impact sur les questions de mobilité, mais qui sont amenés à prendre de plus en plus de place dans les réflexions sur les mobilités dans les années à venir. Peut-être ça peut susciter, c'est la fin de la présentation, peut-être des questions de votre part. Il y a une question de Madame Renstaller. Oui, merci. Merci. J'ai deux remarques. Donc déjà, je trouvais ça hyper intéressant pour les chiffres qui étaient présentés. J'avais une remarque sur le nombre de déplacements qui est de 4 déplacements par jour par personne, mais les chiffres datent de 2005. Et est-ce que vous n'avez pas des chiffres plus récents, hors période Covid, parce que je pense que ça a un peu perturbé les statistiques. Et après, c'était pour poursuivre les questions, parce que je pense pas qu'il y a forcément de réponse, mais est-ce que les aires de covoiturage, quand on a vu les chiffres justement des voitures, du nombre de voitures par ménage, en quoi les aires de covoiturage incitent-elles les usagers à covoiturer, parce que si on a tous, si quasiment tous les ménages, surtout dans les zones rurales, ont des voitures et peuvent se déplacer avec leur voiture parce que chacun a, qu'est-ce qui va inciter à covoiturer? Est-ce qu'il y a des bonus possibles? Enfin, je ne sais pas quelle sorte, ou est-ce qu'il y a des voies prioritaires peut-être à mettre en place sur les autoroutes ou les axes routiers? Voilà, c'est plus une question qu'une attente de réponse. Mais merci en tout cas pour cette présentation. Alors, sur le premier point qui était les chiffres, c'est un débat qu'on avait eu, un échange qu'on avait déjà eu dans le cadre des premiers rendez-vous de la mobilité, en se disant effectivement l'appui qu'on a, c'est l'enquête mobilité de 2005, l'enquête ménage de 2005. Donc effectivement, tout le monde convenait que les choses avaient bien évolué depuis, mais que c'était aussi un vrai point d'appui dans la richesse des informations. Alors comment aujourd'hui, on continue à réfléchir sur cette question. C'est aussi qu'est-ce qu'on veut observer. On ne peut pas non plus tout observer. On a évoqué une approche partenariale, c'est-à-dire que c'est Charles qui avait évoqué ça, c'est si on fait un observatoire
qui réunit SAPRR, les services de l'État, la région, etc. On peut mutualiser ensemble un certain nombre de chiffres, d'éléments qui, de façon régulière, nous permettraient d'identifier des évolutions, voilà, de nous donner des indicateurs par rapport à des objectifs qu'on pourrait se donner. Et d'autre part, bon, avec Arnaud, etc., on a commencé aussi à regarder quelles pourraient être les formes aujourd'hui de données, parce qu'une enquête ménage, ça coûte 1 million d'euros, peut-être que je trouve ça dans... Donc c'est un investissement. Hein, 500 000. 500 000. Donc voilà, on est sur des investissements qui sont quand même relativement importants. Et aujourd'hui, on peut avoir d'autres sources, notamment avec l'exploitation des éléments liés au téléphone portable, avec des flux, etc. La géolocalisation, etc. Donc aujourd'hui, des prestataires seraient en mesure de nous donner des éléments ciblés, chiffrés, sur des usages, des déplacements. Voilà, mais la question première, c'est quel objectif, hein, il ne s'agit pas d'observer pour observer, mais de se dire là-dessus, on veut porter notre effort et il faut qu'on se donne des éléments voilà, d'évaluation de notre politique dans son impact, quoi, hein. Donc, oui, l'observation est essentielle, les chiffres sont importants, on convient tous d'une nécessité de les actualiser, mais aussi de les cibler vis-à-vis de notre stratégie. Sur le covoiturage, pour l'instant, moi je dirais que l'approche est assez pragmatique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie plutôt sur une structuration des usages en cours. On évoquait, par exemple, je pense que ça doit être identifié au niveau de Montbéliard, mais quand la sortie de la 36 en direction de Maté, vous avez toute une ribambelle de voitures qui stationnent là. Bon, on dit, voilà, à Héricourt, c'est près de la déchetterie, on a une vingtaine de voitures, donc c'est se dire, bon, là, il faut peut-être qu'on structure déjà en termes d'infrastructure, mais aussi il faut qu'on facilite les choses en termes de services. Et là-dessus, la région, par exemple, propose des modes de rémunération, hein, c'est de la personne qui offre les prestations, etc. Enfin, je ne connais pas la politique dans le détail, mais il y a aussi la plateforme de réservation, etc. Enfin, voilà, donc... pour l'instant, l'approche, elle est plutôt celle-là, mais à travers une approche là aussi peut-être plus volontariste, on pourrait avoir une approche à l'échelle du Nord-Franche-Comté, quoi, à travers là aussi un schéma à la fois en termes d'infrastructures qui nous donne une lecture de ces aménagements à l'échelle de notre territoire, mais aussi de quels services pourraient faire que comment les choses évoluent en termes d'usage, quoi, et qu'on soit facilitateur de ces formes de mutualisation, quoi. Donc ce n'est pas une réponse forcément à la question, mais c'est des éléments qu'on a déjà abordés dans la réflexion sur cette commission mobilité et qui, voilà, enrichissent aussi le débat, quoi. Oui, merci. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres réflexions par rapport notamment à toutes ce questionnement qui a été évoqué? Ok, moi, il me semble, hein, que voilà, nous, pour l'instant, l'idée des rendez-vous de la mobilité, c'était aussi l'idée, là on expérimentait 2 rendez-vous. L'idée, ça pourrait être aussi de se donner une régularité, d'avoir 2 rendez-vous de la mobilité qui nous donnent des éléments de réflexion, voilà, d'observation,
à l'échelle du pôle métropolitain. Donc, moi, je remercie les agences de s'être prêtées au jeu, de nous avoir alimentés dans la réflexion et voilà, de mettre ça aussi peut-être en perspective sur quelque chose qui soit plus régulier en matière de réflexion partagée sur ces enjeux communs. Moi, c'est une réflexion là, strictement personnelle. Il me semble que l'orientation, peut-être autour d'un document qui traduit beaucoup plus, qui traduit une volonté de faire ensemble et de se donner des objectifs communs, peut-être limités, mais avec des visions opérationnelles, pourrait trouver corps dans un contrat de mobilité à l'échelle du Nord-Franche-Comté. Peut-être que l'entrée sur des formes réglementaires, type un interscot, etc., serait peut-être trop lourd par rapport à... Mais ça, ce n'est qu'un point de vue personnel, quoi. Mais je pense que c'est important qu'on ait une forme de contractualisation entre nous sur la mise en œuvre d'une politique commune si c'était ce principe qui était retenu, quoi. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Non, enfin, après, moi, peut-être une petite réflexion par rapport à ces questions de contrat de mobilité. Et donc, effectivement, il y a une réflexion qui est en cours chez nous. On entend que le SMTC envisage de renouveler son contrat de mobilité. Dans quelle mesure voilà, les deux peuvent s'articuler et embarquer les autres parties prenantes. La région. Voilà, la région, la fédération du Pays de Montbéliard et puis le Pays d'Héricourt. Enfin, voilà, tout à fait. Voir quelles sont les ambitions côté SMTC, mais peut-être qu'il y aurait un intérêt à se dire que le contrat de mobilité il se fait à l'échelle du pôle. Je ne sais pas. Tout à fait. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, de remarques, donc nous en restons là pour ce soir, en vous remerciant de votre participation active, de votre attention et en remerciant la collaboration donc des deux agences d'urbanisme. Bonne soirée à tous.